Le soir où ma famille m'a traité de voleur sur WhatsApp, ma mère a mis 17 minutes à me défendre. 17 minutes. Et quand elle a enfin écrit, ce n'était pas pour dire que j'étais innocent. Je m'appelle Léo, j'ai 30 ans et je travaille comme technicien fibre pour un sous-traitant qui passe d'un immeuble à l'autre toute la journée. J'habite à Villeurbanne dans un appartement de 2 pièces au 4e étage sans ascenseur, assez près du tram pour entendre les rames freiner quand les fenêtres sont ouvertes. Depuis quelques mois, je passais presque tous les mercredis soirs chez ma grand-mère Yvette, à Bron, pour lui installer ses mises à jour, trier ses papiers et lui apporter 2 éclairs au café de la boulangerie d'en bas. Dans ma famille, j'étais un peu celui qu'on appelait quand il fallait réparer une box, porter un meuble, retrouver un mot de passe ou expliquer pourquoi une application demandait encore un code. Je ne pensais pas que ce rôle banal ferait de moi le suspect idéal le jour où 4 800 € ont disparu de son compte. Chez nous, personne ne disait vraiment les choses en face. On préférait les messages courts, les silences pendant les repas et les regards par-dessus les assiettes. Notre groupe WhatsApp s'appelait les nôtres. Au début, c'était pratique pour partager les horaires de train, les anniversaires, les photos de famille, les rappels pour la carte vitale de mamie ou organiser les dimanches où quelqu'un devait passer lui changer une ampoule. Avec le temps, c'était devenu une petite mairie familiale où chacun déposait ses plaintes avec un air innocent. Ma grand-mère Yvette avait 78 ans. Elle vivait seule dans un appartement au 2e étage d'un immeuble calme, avec un balcon plein de géraniums et un buffet en bois où elle gardait tout, les garanties, les ordonnances, les photos d'école, les anciens tickets de caisse et, malheureusement, un petit carnet à spirale avec des codes qu'elle appelait ses pense-bêtes. Elle n'était pas incapable, loin de là. Elle faisait ses courses, prenait le bus, connaissait les prénoms de la moitié des voisins et pouvait vous raconter précisément qui avait oublié de rentrer les poubelles dans l'immeuble. Mais les applications bancaires, les doubles authentifications et les mots de passe qui changent tous les 3 mois la fatiguaient énormément. En posant 2 tasses sur sa petite table ronde, elle me disait souvent que moi, au moins, je ne m'énervais pas quand elle confondait le code de la tablette avec celui de la banque. Je lui répondais souvent que je pouvais l'aider à comprendre, mais que je ne touchais à rien sans elle. C'était important pour moi. Je ne voulais pas devenir celui qui décidait à sa place. Je venais, je lisais les courriers, je surlignais ce qui était urgent, je mettais les factures dans une pochette bleue et les papiers de santé dans une rouge. Ensuite, on mangeait un éclair au café, toujours le même, parce qu'elle disait que les autres parfums n'étaient que de simples inventions pour faire payer plus cher. Dans la famille, cette proximité agaçait parfois. Ma cousine Maëlle, 34 ans, disait souvent qu'elle aussi gérait le concret. Elle travaillait dans un salon d'esthétique à Lyon et parlait comme si chaque détail domestique était un dossier administratif. Elle répétait en boucle qu'il fallait sécuriser, régulariser et suivre la trésorerie. Même pour une simple liste de courses, elle donnait l'impression de préparer un conseil d'administration. Mon oncle Alain, son père, aimait ce ton-là. Il avait 56 ans, faisait des phrases courtes et posait son téléphone sur la table comme un juge pose un dossier. Il répétait qu'il fallait tenir la famille. Ma mère Sandrine était différente. Elle détestait les conflits, au point de disparaître dès qu'une conversation devenait trop précise. Elle me connaissait mieux que personne, mais elle avait cette peur terrible d'être celle qui défend quelqu'un au mauvais moment. Et puis il y avait Nora, ma petite sœur de 28 ans. On s'aimait, mais depuis quelques semaines, un profond malaise restait entre nous. Elle m'avait demandé de lui prêter de l'argent pour couvrir des frais après un changement d'emploi. Je n'avais pas refusé par mépris. J'avais refusé parce que j'avais moi-même des échéances, un vieux crédit pour ma voiture et un salaire qui arrivait toujours plus tard que les factures. Je lui avais proposé de l'aider à appeler l'organisme, à échelonner et à chercher une solution. Elle avait seulement entendu un refus. Elle m'avait d'ailleurs écrit pour me reprocher d'être toujours là pour réparer le matériel des autres, tout en agissant comme un comptable quand il s'agissait d'elle. Je n'avais pas su répondre correctement. J'avais rédigé 3 paragraphes pour m'expliquer, ce qui s'est avéré être une très mauvaise idée. Plus j'expliquais, plus j'avais l'air de me justifier. Environ 2 semaines avant que la situation ne dégénère, un mercredi soir, Yvette m'avait montré un relevé bancaire imprimé. Elle l'avait reçu par courrier parce qu'elle aimait encore avoir une trace papier. Plusieurs opérations étaient entourées au stylo bleu. Ce n'était pas son œuvre, mais plutôt celle de Maëlle, vu l'écriture bien droite et les petites flèches dans la marge. Ma grand-mère m'a demandé de regarder avec elle, m'avouant qu'elle ne comprenait pas très bien ces lignes.
Il y avait des intitulés bancaires incompréhensibles, des abréviations, des noms de plateformes et des paiements fractionnés. Rien qui ressemblait à un retrait spectaculaire, mais mis bout à bout, la somme était déjà importante. Je lui ai demandé doucement si elle se souvenait d'avoir aidé quelqu'un récemment. Elle a regardé par la fenêtre, vers les voitures garées en bas, et m'a répondu que parfois on lui demandait un coup de main et qu'elle ne voulait pas causer de problème. J'ai ressenti une alerte, mais je n'ai pas insisté. L'argent, dans ma famille, c'était un sujet épineux. Si vous posiez une question trop directe, quelqu'un vous reprochait immédiatement de manquer de délicatesse. J'ai seulement proposé d'appeler la banque ensemble le lendemain, juste pour comprendre. Elle a hoché la tête, puis a changé de sujet en me demandant si j'avais mangé. J'ai laissé couler, et c'est exactement ce que je me suis reproché par la suite. Le dimanche soir, j'étais chez moi en train de faire cuire des pâtes, encore en tenue de travail, quand mon téléphone a commencé à vibrer sur le plan de travail. Une notification. Puis 3. Puis 10. Le groupe familial s'agitait comme un feu de signalisation bloqué au rouge. Nora avait envoyé une capture d'écran. Sur l'image, on voyait une conversation WhatsApp avec un contact nommé Léo. Les messages étaient courts. Le soi-disant Léo expliquait être bloqué au niveau de la trésorerie et demandait un virement, en insistant pour que personne n'en parle afin d'éviter les histoires, promettant un remboursement rapide. En dessous, un message attribué à Yvette acceptait la demande, tout en précisant qu'elle ne voulait pas de problème. J'ai relu ces lignes 3 fois. Mon premier réflexe a été stupide, j'ai cherché dans ma propre mémoire une conversation qui n'avait jamais existé, comme si l'image avait plus d'autorité que mon propre esprit. Nora a renchéri en exigeant que je dise la vérité, affirmant qu'Yvette ne méritait pas cela. Puis Maëlle a envoyé une autre capture, cette fois un relevé bancaire avec plusieurs opérations surlignées, avec un total de 4 800 € inscrits en rouge. Elle précisait qu'elle tremblait en envoyant cela, mais qu'il fallait protéger notre grand-mère, tout en assurant ne vouloir accuser personne gratuitement. Alain est alors intervenu pour m'ordonner de rembourser avant mercredi, menaçant de régler l'affaire en dehors du cadre familial. Une minute plus tard, il ajoutait qu'il était clair que j'avais profité de sa mère. J'avais les mains moites. Les pâtes débordaient de la casserole, mais je ne bougeais pas. Je voyais les indicateurs de lecture sous les messages. Tout le monde lisait la conversation, mais personne ne m'appelait. J'ai tapé une réponse précipitée pour me défendre. J'ai martelé que je n'avais jamais réclamé le moindre argent, que ces messages étaient faux et je les ai sommés de m'appeler au lieu de lancer des accusations par écrit. Nora m'a rétorqué avec cynisme que je trouvais toujours les bonnes phrases quand j'étais coincé. Alain m'a ordonné d'arrêter de jouer avec les mots, soulignant que l'argent avait disparu et que les captures étaient des preuves. Maëlle a conclu en disant que si j'avais des soucis financiers, on aurait pu en discuter, mais que j'avais trahi la confiance de notre grand-mère. Cette réflexion m'a retourné l'estomac. Elle parlait de confiance comme si elle était la gardienne officielle de la morale familiale. J'attendais une réaction de ma mère. Je voyais son nom apparaître dans la liste des personnes ayant lu la discussion. Sandrine était là, quelque part chez elle, peut-être dans son salon avec sa tisane du soir, le téléphone à la main. Je regardais l'écran comme on fixe une porte fermée, espérant que quelqu'un viendrait m'aider. 3 minutes. 7 minutes. 12 minutes. Les messages continuaient d'affluer. Un message vocal d'Alain de 2 minutes et 20 secondes est apparu. Je n'ai pas eu le courage de l'écouter. Nora a écrit qu'elle était dégoûtée de mon comportement. Puis un message supprimé s'est affiché sous le nom de Maëlle. Enfin, au bout de 17 minutes, ma mère a simplement écrit pour me demander de répondre clairement. Rien de plus. Pas un mot de soutien ni une demande d'explication préalable. Juste une sommation de m'expliquer. Je me suis assis sur une chaise, avec la désagréable sensation que les murs de mon appartement se resserraient sur moi. J'ai alors envoyé un dernier message pour clarifier ma position une bonne fois pour toutes, je n'avais jamais touché un centime de cet argent, et si quelqu'un souhaitait vraiment comprendre la situation, il devait m'appeler. Personne ne l'a fait. J'ai donc composé le numéro d'Yvette. Elle a décroché au bout de 6 sonneries. Sa voix était petite et froissée. Elle a demandé si c'était bien moi. Je lui ai demandé ce qui se passait et qui lui avait montré ces messages absurdes. Il y a eu un long silence. J'entendais sa télévision en fond, le jingle typique d'une émission du dimanche soir. Elle m'a avoué qu'elle ne comprenait plus rien, qu'on lui montrait des choses et qu'on lui affirmait que j'avais demandé de l'argent.
Elle m'a assuré qu'elle connaissait mon bon fond, mais qu'elle ne comprenait plus le fonctionnement de son propre téléphone. Cet aveu m'a fait plus mal que tous les messages du groupe. Elle ne m'accusait pas, elle doutait de l'appareil qu'on lui mettait sous les yeux. À force d'entendre son entourage parler fort, elle finissait par douter de sa propre mémoire. Je lui ai demandé de m'écouter attentivement, en lui jurant que je n'avais rien demandé. Je lui ai ensuite demandé si elle avait elle-même envoyé ses captures d'écran à quelqu'un. Elle a répondu qu'elle n'en savait rien, qu'elle avait peut-être fait une fausse manipulation. Elle a précisé que Maël l'avait aidé quelques jours auparavant, en regardant dans l'appareil sous prétexte de retrouver un ancien message pour y voir plus clair. Le nom de ma cousine s'est imposé dans mon esprit, mais je refusais de tirer des conclusions hâtives. Sous le coup de la colère, j'aurais été capable d'accuser n'importe qui. J'ai pris une grande inspiration et j'ai demandé à Yvette de ne rien signer, de ne donner aucun code et d'éviter de parler de cette histoire avec le reste de la famille ce soir-là. Je lui ai promis de passer la voir dès le lendemain. Elle a murmuré qu'elle ne voulait surtout pas que nous nous fâchions à cause d'elle. Je lui ai répondu d'un ton un peu trop sec que ce n'était absolument pas de sa faute. Après avoir raccroché, j'ai laissé mon téléphone sur la table. Les pâtes formaient un bloc tiède et peu appétissant. Dans le groupe, Alain venait d'écrire que mon silence valait des aveux. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois depuis le début de cette crise, j'ai compris que la parole ne servirait à rien. Plus je tentais de me défendre, plus ils utilisaient mes explications pour me faire passer pour un coupable en panique. Il me fallait autre chose. J'ai enregistré consciencieusement toutes les captures d'écran. J'ai fait des copies du groupe, des heures d'envoi, des réactions et des traces de messages supprimés. Puis j'ai agrandi l'image du faux échange WhatsApp. Je n'ai pas agi comme un expert, mais simplement comme un technicien habitué à chercher la faille lorsqu'un système dysfonctionne. Le premier détail qui m'a frappé concernait l'expression du soi-disant manque de trésorerie. Je n'utilise jamais ce vocabulaire. Quand je suis à court d'argent, je dis que je suis dans le rouge, que c'est serré ou que je galère. Le mot trésorerie appartenait au jargon de Maël. Elle l'employait constamment pour son salon, pour les économies de mamie ou même pour conseiller Nora. Pour elle, la moindre dépense relevait de la gestion comptable. Ensuite, j'ai remarqué que la capture était visuellement trop parfaite. Le contact à mon nom n'affichait pas ma photo de profil habituelle, seulement une simple initiale. Le haut de l'écran était légèrement rogné, mais pas suffisamment pour effacer un détail crucial. Sur l'une des images envoyées par Maël, une notification d'écran apparaissait sous la forme d'une bannière très partielle. On pouvait y lire un message de Julien demandant à Maël si elle avait remis le reçu. J'ai retenu mon souffle. Julien, c'était le compagnon de ma cousine. Un homme discret, souvent effacé, qui débarrassait la table pendant que les autres s'écharpaient. Pourquoi une capture prétendument issue du téléphone d'Yvette affichait-elle une notification personnelle destinée à Maël? Si elle s'était contentée de recevoir l'image de notre grand-mère, le message de Julien n'aurait techniquement pas pu s'y incruster. À cet instant, pour la première fois depuis 2 heures, j'ai cessé de trembler. Le lendemain matin, j'ai pris le tram plus tôt que d'habitude, puis le métro en direction de mon premier chantier. J'ai passé la journée à tirer des câbles dans des cages d'escalier et à vérifier des boîtiers dans des locaux techniques, mais mon esprit restait focalisé sur cette notification. À l'heure du déjeuner, assis sur un muret devant une résidence à Vénissieux, j'ai appelé Nora. Elle a décroché avec un ton glacial. Je lui ai demandé d'où elle tenait cette fameuse capture. Elle a soupiré, estimant ma question ridicule, avant de m'expliquer que Maël la lui avait transmise pour recueillir son avis avant de donner l'alerte générale. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas eu le réflexe de me téléphoner. Après un silence pesant, elle m'a avoué que la situation l'avait blessée, mais qu'elle n'avait pas été aussi surprise qu'elle l'aurait espéré. Cette remarque a été douloureuse, mais elle a le mérite de la clarté. Nora n'avait probablement rien fabriqué. Elle s'était simplement accrochée à une histoire qui justifiait sa rancœur après mon refus de prêt financier. Elle m'a reproché de l'avoir traité comme un simple dossier administratif ce jour-là, et que me découvrir en faute l'avait secrètement soulagée. Je n'étais pas satisfait de cette explication, mais je savais désormais qu'elle n'était pas l'architecte de cette manipulation. Le mercredi suivant, je me suis rendu chez Yvette. J'avais prévenu mon entreprise que ma tournée se prolongerait et j'avais transféré 2 interventions à un collègue. Dans l'appartement de ma grand-mère, flottait une odeur réconfortante de café et de cire pour meubles. Elle avait préparé une assiette de biscuits, comme si nous allions tenir une réunion de famille habituelle.
En m'ouvrant la porte, ses mains tremblaient légèrement. Elle m'a demandé avec inquiétude si je lui en voulais. Je l'ai rassurée en affirmant que j'étais fâché contre ceux qui lui faisaient porter le poids de cette situation, mais absolument pas contre elle. Elle m'a fait entrer. Sur la table de la salle à manger étaient alignés son téléphone, son relevé bancaire et le fameux carnet à spirale. Je l'ai observé sans le toucher et je lui ai demandé si elle y notait toujours ses mots de passe. Elle a rougi, avouant que ce n'était pas prudent mais qu'elle craignait de les oublier. Je lui ai promis que nous mettrions en place une solution plus sécurisée, mais que la priorité immédiate était de savoir si elle avait envoyé des captures d'écran à d'autres membres de la famille. Elle a fermement secoué la tête, m'expliquant qu'elle ne maîtrisait pas cette fonctionnalité. Je lui ai alors demandé si Maëlle s'était servi de son appareil. Yvette a baissé les yeux vers le buffet et a confirmé. Elle m'a raconté que ma cousine était passée le vendredi précédent, fouillant dans la messagerie sous prétexte de vouloir clarifier une discussion me concernant. Maëlle avait insisté pour manipuler le téléphone elle-même afin de gagner du temps. Yvette a ajouté que sa petite fille était gentille et qu'elle cherchait seulement à bien faire. Je n'ai fait aucun commentaire. Je lui ai plutôt suggéré de contacter sa banque pour demander un historique complet des opérations, avec son accord explicite, non pas pour m'immiscer dans ses comptes, mais pour rétablir la vérité. Elle a accepté sans hésiter, affirmant vouloir comprendre ce qui s'était passé, tout en refusant que d'autres s'approprient sa mémoire. J'ai gardé cette réflexion précieusement en tête. Nous avons appelé sa conseillère bancaire. Yvette a mené la conversation pendant que je restais en retrait, le téléphone sur haut-parleur, un stylo à la main. La conseillère a fait preuve d'une prudence professionnelle très rassurante. Elle a fixé un rendez-vous et a organisé l'envoi d'un relevé détaillé. Elle a également insisté pour modifier immédiatement les accès en ligne et bloquer la carte de paiement de manière préventive. Yvette a consenti à toutes ces mesures. Lorsque la conseillère s'est enquière d'une éventuelle procuration, ma grand-mère a répondu par la négative, annonçant qu'il était temps de régulariser les choses proprement. L'utilisation de ce mot m'a inspiré la marche à suivre. Mais avant cela, j'avais besoin de solidifier mon hypothèse concernant Maëlle. Il me fallait parler à Julien. Je voulais éviter un interrogatoire frontal. J'ai donc opté pour un message anodin, lui demandant s'il avait retrouvé ma pince coupante depuis notre dernier dîner chez Alain. Il m'a répondu 20 minutes plus tard, promettant de vérifier le soir même. Je l'ai rappelé après 19 heures, à la fin de sa journée de travail. Il a décroché au milieu des bruits de la circulation. J'ai expédié la question de l'outil pour en venir au fait, je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi Maëlle évoquait un reçu dans une notification présente sur la fameuse capture d'écran. Il y a eu un lourd silence. Il a fait semblant de ne pas comprendre. Je lui ai décrit avec précision le message visible sur l'image. Il a lâché un juron discret, trahissant plus de fatigue que de colère, et a déclaré qu'il refusait de prendre part à notre règlement de compte familial. Je lui ai précisé que je ne lui demandais pas de choisir un camp, mais simplement de me donner le contexte. Il a soupiré longuement. Il a fini par m'avouer que Maëlle traversait une grave crise professionnelle. Le salon d'esthétique accusait d'importants problèmes de caisse, des déficits à combler et des commandes impayées. Il m'a assuré qu'elle comptait régulariser la situation rapidement. Je lui ai demandé frontalement si elle comptait le faire avec les économies d'Yvette. Il a nié l'avoir dit, mais j'ai compris qu'il en avait eu l'intuition. Je lui ai rappelé la gravité des accusations qui pesaient sur moi. La voix de Julien s'est altérée. Il a reconnu qu'il savait qu'elle cherchait des liquidités en urgence, mais qu'il ignorait totalement qu'elle était allée jusqu'à détourner des fonds et falsifier des preuves. Il a abrégé l'appel en prétextant devoir rentrer chez lui. Je n'avais pas obtenu d'aveu complet, mais je tenais un mobile sérieux. Maëlle avait un besoin financier réel et pressant. Durant les jours qui ont suivi, j'ai ignoré les messages du groupe familial. J'en ai désactivé les notifications tout en y restant pour archiver les échanges. C'était une véritable épreuve de maîtrise de soi, à chaque vibration, j'avais l'instinct de me justifier et de démonter leurs arguments. Cependant, j'avais pris conscience que ce groupe s'était transformé en tribunal expéditif. La moindre de mes phrases y aurait été déformée à charge. Alain s'impatientait, menaçant de lancer des démarches officielles. Nora alignait les points d'interrogation. De son côté, Maëlle m'a envoyé un message privé m'invitant à rendre une partie de la somme pour calmer notre oncle, prétextant que l'essentiel était de rassurer notre grand-mère. J'ai relu ce message à plusieurs reprises. Elle m'offrait une fausse porte de sortie,
se donnant le beau rôle après m'avoir jeté dans la tourmente. Je lui ai formellement interdit de m'écrire en privé à ce sujet. Elle a rétorqué que je commettais une erreur de jugement. C'était possible, mais sûrement pas celle qu'elle espérait. Une fois le relevé bancaire détaillé en notre possession, j'ai procédé aux vérifications avec Yvette. Plusieurs prélèvements correspondaient à des fournisseurs spécialisés en esthétique et à des plateformes d'équipement professionnels. 2 recherches sur Internet m'ont permis d'identifier la nature des achats, de la cire, des appareils de soins et du mobilier de salon. Rien qui ne puisse s'apparenter à mes propres habitudes de consommation. Mes relevés de ce mois-là se limitaient à des frais d'essence, un abonnement de transport, une assurance automobile, une paire de baskets en promotion et des repas pris sur le pouce durant mes trajets. J'ai ensuite sollicité mon employeur pour obtenir l'historique de mes plannings d'intervention. Mon but n'était pas de prouver qu'il m'était impossible d'utiliser une carte bancaire à distance, mais de démontrer que ma présence seule chez Yvette, telle que suggérée par Maëlle, était factuellement fausse. Lors du paiement le plus important, j'étais en intervention dans un immeuble à Oulin en compagnie de 2 collègues, rapport de maintenance et pointage à l'appui. Lors d'une autre transaction litigieuse, j'assistais un client dans une résidence étudiante, une opération ayant nécessité 3 appels enregistrés vers notre support technique. J'ai réuni tous ces documents sur papier. Dans ma famille, les téléphones étaient devenus des outils de manipulation où l'on pouvait tronquer, zoomer et effacer à sa guise. Les documents imprimés, au moins, offraient une réalité tangible et immuable. J'ai structuré une chronologie précise des événements. J'ai listé les dates de mes passages, les heures d'envoi des captures, l'origine des images, les débits bancaires, mes justificatifs de géolocalisation professionnelle et la nature des prestataires payés. J'ai encadré la notification de Julien en rouge, de manière très sobre. Aucune insulte, aucun grand discours. Juste une question claire rédigée en bas de page pour demander pourquoi une alerte personnelle destinée à Maëlle s'affichait sur une image prétendument issue du téléphone d'Yvette. Fort de ces éléments, j'ai proposé à ma grand-mère de solliciter un rendez-vous avec Maître Bresson, le notaire qui s'était occupé de la succession de mon grand-père. Elle avait confiance en lui, et son étude offrait l'avantage d'un cadre neutre, formel et juridique. Impossible pour Alain d'y imposer ses jugements à voix haute comme il le faisait dans le salon familial. Chez un notaire, les échanges se font dans le calme, on s'appuie sur des preuves et on formalise les engagements. Yvette a pris l'initiative de l'appel, exigeant une réunion de famille pour organiser la sécurité de son patrimoine financier et clarifier l'origine des opérations contestées, sans esprit de dispute mais avec une volonté de transparence totale. En raccrochant, elle a réaffirmé qu'il s'agissait de ses économies et qu'elle comptait bien diriger les débats. J'ai relayé l'information sur WhatsApp avec un message très factuel, annonçant que mamie convoquait l'ensemble de la famille chez Maître Bresson le vendredi à 16 h pour aborder la protection de ses comptes. Alain a approuvé la démarche immédiatement, la qualifiant de processus adéquat. Maëlle a tardé à répondre, se contentant d'approuver l'importance de la sécurité financière. Nora n'a pas réagi. Le soir même, ma mère m'a appelé. J'ai vu le nom de Sandrine clignoter sur l'écran et j'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. D'une voix mal assurée, elle m'a dit qu'elle souhaitait me parler. Je n'ai fait aucun effort pour la mettre à l'aise. La dynamique familiale est souvent paradoxale, même lorsqu'on est la personne lésée, on a le réflexe de vouloir épargner celui qui vient s'excuser trop tard. Je lui ai reproché de m'avoir abandonné seul face aux accusations du groupe. Elle a confessé sa peur, expliquant que l'accumulation des captures et la vulnérabilité d'Yvette l'avaient tétanisée, et qu'elle craignait de défendre une cause indéfendable. Je lui ai répondu froidement que j'étais son fils, et que décrocher son téléphone pour vérifier les faits avant de me laisser déchiqueter en public ne relevait pas de l'exploit. Elle a réprimé un sanglot et a admis son manque de courage. J'ai accepté ses regrets, mais je me suis bien gardé de lui dire que tout était pardonné, car ce n'était pas encore le cas. Le vendredi, je suis arrivé en avance à l'étude de Maître Bresson. Ces locaux dégageaient une atmosphère feutrée, loin des tensions domestiques. Je tenais fermement mon dossier cartonné. Yvette patientait déjà dans la salle d'attente, l'allure digne. Elle portait une touche de rouge à lèvres, un détail subtil pour signifier qu'elle se présentait en tant que femme maîtresse de ses décisions et non comme une victime diminuée. Nous avons échangé quelques banalités rassurantes. Alain a fait son entrée avec Maëlle et Julien. Les traits de ma cousine étaient tirés, mais elle tentait de masquer sa nervosité. Elle a esquissé une salutation distante, à laquelle j'ai répondu avec la même froideur. Julien fixait le sol.
Nora est arrivée silencieusement, l'air sombre. Ma mère a clôturé la marche, essoufflée et évitant soigneusement les regards. Maître Bresson nous a installés autour d'une grande table de réunion. Homme posé d'environ 45 ans, il a clarifié d'emblée les limites de son intervention. Son rôle n'était pas de se substituer aux autorités judiciaires, mais de proposer un cadre légal pour protéger le patrimoine d'Yvette, notamment via une procuration stricte et, si nécessaire, la rédaction d'une reconnaissance de dette. Alain l'a interrompu brutalement pour exiger que je passe immédiatement aux aveux. Yvette a encaissé cette agressivité en fermant les yeux une seconde. Maël a posé une main apaisante sur la table, demandant à son père de garder son calme. Cette posture de médiatrice vertueuse a failli me faire rire d'épuisement. Le notaire s'est assuré qu'Yvette souhaitait bien donner la parole à chacun. Elle a confirmé, en exigeant toutefois le respect de son propre temps de parole. Alain s'est alors tourné vers moi, s'attendant à me voir bafouiller des excuses interminables. J'ai calmement ouvert mon dossier et j'ai demandé à Maître Bresson de donner lecture de la chronologie des événements que nous avions établis. Mon oncle a ricané en voyant que je venais avec des documents préparés. J'ai confirmé d'un seul mot, ce qui l'a déstabilisé. Le notaire a égrené les faits de manière clinique, les dates, les montants, les passages à domicile, les messages. Personne n'osait broncher. Le silence était total, seulement rythmé par le bruit lointain de la circulation. La gorge de Maël se nouait visiblement. Arrivé au chapitre des captures d'écran, j'ai posé le tirage agrandi au centre de la table. Sans animosité, j'ai défié l'Assemblée de justifier l'incohérence technique du document, pointant du doigt la bannière de notification. Nora s'est penchée en avant, ma mère a chaussé ses lunettes et Alain a plissé les yeux. J'ai lu le message de Julien à voix haute, puis j'ai regardé ma cousine en lui demandant de m'expliquer la présence d'une alerte qui lui était destinée sur une photo censée provenir du téléphone de notre grand-mère. Prise de panique, Maël a prétexté qu'Yvette lui avait transféré l'image et qu'elle en avait ensuite fait une capture depuis son propre appareil. J'ai souligné que ce document n'était donc pas une preuve directe issue de l'appareil de la plaignante. Maël a tenté d'en minimiser l'importance. Le notaire a calmement précisé qu'une telle altération de la chaîne de transmission remettait en cause la validité même du document. Maël s'est défendu en affirmant avoir voulu rendre le texte lisible pour soulager Yvette. C'est alors que ma grand-mère a fait preuve d'une lucidité redoutable. Ses mains tremblaient légèrement, mais le ton était ferme. Elle a déclaré n'avoir jamais transféré cette image. Maël a essayé de jouer sur la corde de la sénilité en lui suggérant une perte de mémoire. Yvette l'a recadré instantanément, affirmant que la vieillesse n'était pas synonyme d'inconscience. Elle a souligné qu'elle se souvenait parfaitement des moments où l'on confisquait son téléphone sous de faux prétextes d'assistance. L'air de la pièce s'est figé. Alain était bouche bée, incapable de formuler une objection. Nora fixait Maël avec un mélange d'horreur et d'incompréhension. J'ai poursuivi mon argumentaire sans hausser la voix. J'ai mis en évidence le choix du vocabulaire, rappelant que l'expression de trésorerie était la signature linguistique de ma cousine. J'ai également fait remarquer la manipulation évidente de la fiche contact. Maël a laissé échapper un rire nerveux et cassé, jugeant mes analyses linguistiques ridicules. J'ai alors abattu les relevés bancaires. J'ai énuméré les noms des fournisseurs d'esthétique, faisant le lien direct avec les graves problèmes financiers de son commerce, un élément que Julien m'avait confirmé à demi-mot. Julien a fermé les yeux, terrassé par la situation. Maël l'a foudroyé du regard, comprenant qu'il m'avait parlé. Alain s'est tourné vers son beau-fils pour exiger des explications. La voix tremblante, Julien a avoué qu'il connaissait l'urgence financière de sa compagne et la nécessité de renflouer la caisse, mais il a juré qu'il ignorait totalement le détournement de fonds et la mise en scène visant à me faire accuser. Livide, Maël s'est accroché au bord de la table. Acculée, elle a tenté de se justifier en plaidant qu'elle cherchait seulement à gagner du temps, mais que l'engrenage s'était emballé. Ce demi-aveu a provoqué une onde de choc. Yvette l'a fixé intensément, fustigeant son audace d'avoir joué la montre avec ses économies tout en détruisant la réputation de son petit-fils. Maël a essayé d'atténuer la gravité de ses actes. Elle jurait de rembourser l'intégralité, invoquait la panique et prétendait n'avoir utilisé la carte qu'à titre temporaire. Maître Bresson a repris le détail des opérations, sans jugement moral, avec la rigueur des chiffres. Face à l'accumulation des preuves irréfutables, les dernières défenses de Maël ont cédé. Elle a fondu en larmes et a reconnu l'intégralité des faits. Alain s'est soulevé de sa chaise avant de s'y rasseoir lourdement,
son autorité de patriarche s'effondrant devant le comportement de sa propre fille. Nora avait les yeux rougis par les larmes, et ma mère restait prostrée. De mon côté, je n'ai ressenti aucun triomphe victorieux. Seulement un immense soulagement teinté de mélancolie. La vérité éclatait enfin, mais elle ne pouvait effacer les 17 minutes d'abandon de ma mère, les insultes de ma sœur ni la détresse infligée à ma grand-mère. L'ordre factuel était rétabli, mais les dégâts émotionnels étaient réels. Le notaire a repris la main de manière très professionnelle. Il a organisé la rédaction immédiate d'une reconnaissance de dette, défini un plan d'appurement financier et listé les mesures conservatoires à appliquer d'urgence sur les comptes d'Yvette. Il a recommandé l'archivage sécurisé de l'ensemble des preuves. Ma grand-mère a formellement acté les nouvelles consignes de sécurité avec sa banque, exigeant que toute opération d'envergure fasse l'objet d'une validation téléphonique obligatoire et directe de sa part. Maëlle a signé la reconnaissance de dette sur le champ, avant qu'elle ne soit formalisée par acte authentique. Julien a proposé de contribuer financièrement au remboursement, rongé par la culpabilité de son silence passif. Le visage grisâtre, Alain s'est enfin tourné vers moi. Il a avalé sa fierté pour reconnaître qu'il avait eu tort et qu'il s'était montré excessivement dur. L'excuse était raide, presque procédurière, mais pour un homme comme lui, admettre une faute en public relevait de l'exploit. Je lui ai répondu froidement qu'il ne s'était pas contenté d'une erreur de jugement, mais qu'il avait délibérément choisi de me condamner sans m'accorder la moindre écoute. Il a baissé les yeux et a acquiescé silencieusement. Nora a quitté la salle sans dire un mot. Je l'ai retrouvée le soir même, transie de froid, patientant devant l'entrée de mon immeuble. Elle m'a demandé timidement si elle pouvait monter. J'ai accepté avec une certaine réserve. Assise au bord du canapé, elle a formulé des excuses franches et directes. Elle a admis avoir choisi de croire à cette mascarade parce que cela flattait sa propre rancœur, reconnaissant m'avoir humilié publiquement. Son refus de chercher des circonstances atténuantes a donné du poids à sa démarche. Je lui ai avoué la profondeur de ma blessure, refusant de masquer la réalité pour la rassurer. Elle l'a accepté avec humilité. En partant, elle m'a informé qu'elle avait définitivement quitté le groupe WhatsApp, écœurée par la toxicité des échanges. J'ai parfaitement compris son geste. Le dimanche suivant, ma mère s'est présentée à ma porte avec une quiche faite maison, une tentative désespérée de combler le gouffre de son silence par une attention culinaire. Je l'ai invitée à entrer. Elle s'est excusée de sa maladresse, incapable de trouver les mots justes pour réparer son erreur. Je lui ai répondu que son geste était touchant, mais insuffisant pour restaurer la confiance. Nous avons eu une discussion longue et éprouvante. Elle m'a confessé sa phobie des conflits, sa peur viscérale de tenir tête à Alain et sa terreur d'être confrontée à une réalité douloureuse. Je lui ai expliqué à quel point ces peurs m'avaient livré en pâture au pire moment possible. Elle a demandé pardon sans exiger d'absolution immédiate, ce qui marquait un réel progrès. Le lendemain, j'ai rédigé un ultime message sur le groupe de la famille. J'ai annoncé mon retrait définitif de cet espace numérique, tout en précisant que je continuerai à m'occuper d'Yvette à sa demande directe. J'ai affirmé que je refusais de laisser débattre de ma probité sans la moindre vérification préalable, concluant qu'un groupe prompt à lancer des accusations devait également apprendre à assumer ses torts. J'ai précisé avoir besoin de prendre mes distances. J'ai attendu de voir apparaître les indicateurs de lecture, puis j'ai quitté la conversation. Cette exclusion volontaire m'a procuré une sensation de liberté inespérée, un silence propre et réparateur. Les semaines qui ont suivi ont permis de poser des bases plus saines. Yvette a renouvelé l'ensemble de ses moyens de paiement, sécurisé ses accès et jeté son imprudent carnet de mots de passe. Des plafonds de retrait sécurisés et des alertes ont été mis en place avec son agence bancaire. Surtout, une règle inviolable a été instaurée, l'interdiction absolue de manipuler son téléphone pour aller plus vite. Toute assistance informatique devait désormais se faire sous son contrôle visuel strict, en lui laissant l'initiative de l'action finale. Maëlle a honoré sa première mensualité de remboursement et a été écartée de toute gestion administrative concernant Yvette. Je l'ai perdue de vue pendant plusieurs mois. Par l'intermédiaire de Nora, j'ai appris qu'elle avait réglé son litige professionnel et démissionné de son salon d'esthétique. Je n'ai pas cherché à connaître les détails, me contentant des actes de réparation sans m'intéresser au drame annexe. Alain a essayé à 2 reprises de me contacter pour renouer le dialogue. J'ai ignoré son premier appel. Au second, je lui ai signifié que la discussion ne pourrait reprendre que le jour où il serait capable de m'accorder le bénéfice du doute avant de prononcer une sentence.
Il a soupiré de frustration avant de capituler. C'était une avancée mineure, mais dans cet environnement familial, les petits pas représentaient de véritables victoires. Je n'ai pas pour autant renié ma nature serviable. Je suis resté le référent technique de ma grand-mère pour le matériel informatique ou les démarches complexes. Néanmoins, j'ai instauré des limites strictes à ma disponibilité. J'ai commencé à décliner les demandes abusives exigeant des heures de démarche non planifiées. Lorsqu'on a tenté de m'imposer des passages en urgence chez Yvette pour pallier la défaillance de Maël, j'ai maintenu mon planning hebdomadaire initial, refusant de me plier aux injonctions générées par la panique des autres. Un mercredi soir, comme à mon habitude, je suis allé rendre visite à Yvette. Une pluie fine donnait aux rues de Bron une atmosphère mélancolique. Dans l'ascenseur, une voisine m'a souri avec bienveillance, évoquant la réputation de mes fameux éclairs au café. En m'accueillant, ma grand-mère affichait une fierté évidente. La table était dressée avec 2 pâtisseries, 2 petites cuillères parfaitement alignées et, trônant au centre, le ticket de caisse de la boulangerie. Avec un sourire malicieux, elle m'a fait remarquer que cette fois, c'était elle qui conservait la preuve comptable. Cette répartie m'a fait éclater de rire, un rire franc et libérateur que je n'avais pas expérimenté depuis longtemps. Nous avons partagé ce moment avec légèreté, discutant des petits tracas de la copropriété, des changements d'horaire des commerçants et des contraintes de mes tournées professionnelles. À un moment donné, elle s'est enquise de l'état de mes ressentiments. J'ai posé le regard sur le petit rectangle de papier posé entre nous, symbole dérisoire mais puissant de la preuve matérielle. Je lui ai répondu avec sincérité que la colère s'estompait, mais que la prudence demeurait. Elle a approuvé avec sagesse, concluant que l'amour que l'on porte aux siens n'oblige pas à leur confier aveuglément les clés de sa sécurité. Je n'ai rien ajouté. Le bruit régulier et rassurant du tramway rythmait la soirée. En repensant à l'emballement du groupe WhatsApp, aux falsifications et aux excuses tardives, j'avais conscience que la structure familiale restait fragilisée et que certaines fêlures marqueraient durablement les esprits. Mais ce soir-là, dans la chaleur de la cuisine de ma grand-mère, les doigts légèrement poisseux de crème pâtissière, une certitude m'a envahi, je n'avais plus besoin du verdict de ma famille pour valider mon intégrité. Savoir imposer ses limites et protéger ses convictions constituait, en fin de compte, la plus belle façon de retrouver la paix avec soi-même. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.